Sans Lionel, Salut Daniel. j'attends pas qu'il y ait d'autres gens qui arrivent. Oh, bah, écoute, de toute façon, j'enregistre Ah et ouais, d'accord. je mettrai sur le site. Je suis devenu un YouTuber à l'insu de mon plein gré. Et puis, de toute façon, je les vois arriver, je les admettrai au fur et à mesure. Ok, ça va. Quelqu'un est en D'accord. train d'arriver. Alors, pour une fois, c'est moi qui m'y colle. C'est la première fois que ça m'arrive, mais ben, pourquoi pas, il faut bien se lancer. L'idée, c'était de faire, alors, il n'y a que des médecins, s'il me semble-t-il, ce soir. Mais c'est très bien. Mais l'idée, c'était aussi de partager avec les autres professionnels de santé ce qu'on peut proposer à nos patients fumeurs et comment les aider évidemment à réduire, mais plus que ça, à arrêter les difficultés qu'on va rencontrer. Donc j'ai fait un DU de tabacologie il y a fort longtemps quand j'étais interne. Et je suis non-fumeur. Je vous en parlerai un tout petit peu parce que ça a une légère influence sur la façon dont on peut conseiller nos patients. Alors, de quoi s'agit-il? On va parler pas mal de définitions, un peu d'épidémiologie, mais je vais passer relativement vite. On va parler des différents types de dépendance. On va parler de quelles interventions on peut proposer. Bonsoir aux nouveaux venus. Bonsoir, bonsoir. On va parler des bénéfices et puis des quelques difficultés, des pièges à éviter. On va parler des outils médicamenteux et non médicamenteux. Et on parlera en quelques mots du cas particulier de la femme enceinte et allaitante. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que le tabagisme? C'est l'absorption de fumée plus ou moins filtrée liée à la combustion des produits suivants. Bon, évidemment, la cigarette, mais aussi le cigare, les cigarios, la pipe, les pétards, sachant que les pétards, il y a quand même rarement des filtres, et la chicha, le narguilé, c'est la même chose, hein. C'est deux mots qui pour désigner la même chose. Donc la chicha, vous avez appris récemment par notre druide local que ça provoquait le coronavirus, ça c'est bien connu. Et donc c'est ça le tabagisme, parce que c'est l'absorption de tabac. Bon, dans le pétard, il n'y a pas que du tabac, par ces différents modes. Donc, une définition que j'ai trouvée complète, donc je l'ai reproduite in extenso. La fumée de tabac est un aérosol, c'est-à-dire un mélange de gaz et de particules. On a beaucoup parlé d'aérosol avec le Covid ces derniers mois. Ce mélange se forme à une température pouvant atteindre 1000 degrés à 1500 degrés. La cendre apparaît, tandis que la fumée se forme. C'est à ce moment-là que les 2500 composés chimiques contenus dans le tabac non brûlé passent à plus de 4000 substances, dont beaucoup sont toxiques. C'est énorme. Je ne pensais pas que c'était autant, hein, mais donc on sait, je pense que sur la totalité, on ne sait pas quelle est la, la- la- on n'est pas exhaustif sur la quantité de substances qui sont émises par la fumée de tabac. Donc, qu'est-ce qui est dangereux dans le tabagisme? Il y a la chaleur, on va un peu en parler. Il y a les gaz toxiques, le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote, l'acide cyanhydrique, l'ammoniac, les métaux lourds, cadmium, plomb, chrome, mercure. Vous vous doutez bien que je ne peux pas être exhaustif. Les goudrons et les suies. La nicotine. Alors, la nicotine, évidemment, on va en parler en long, en large, en travers. La nicotine, qu'est-ce que c'est? C'est un alcaloïde puissant qui entraîne très vite la dépendance. Alors, un alcaloïde, ce sont des molécules, enfin, les alcaloïdes sont des molécules qui sont riches en azote, qui sont très majoritairement d'origine végétale. Vous en connaissez plein, ça se finit souvent en ine. Vous connaissez sans doute la caféine, la morphine, l'atropine. Donc la nicotine, bien sûr, et puis là, il y a la désormais célèbre chloroquine. Donc tout ça, ce sont des alcaloïdes, et donc c'est d'origine végétale. Donc quelques-uns des plus détaillés des éléments chimiques qu'on peut retrouver dans la fumée de nicotine ou dans la fumée de tabac, pardon, ou la nicotine. Donc, il y a des irritants des voies respiratoires, les acétylaldéhydes, la choline qui est lui aussi un irritant, l'acétone qui est un dissolvant, le méthanol qui est le carburant pour les fusées,
euh, le naphtalène qui protège vos vêtements des mites, la nicotine qui peut être, je savais pas, utilisée comme herbicide ou insecticide, le cadmium qui est utilisé dans les batteries, le monoxyde de carbone qui est dans les gaz d'échappement mais qui fait des dégâts sur les chaudières mal réglées tous les hivers, le mercure qui a été interdit dans les thermomètres, et j'en passe et des meilleurs, le toluène qui est un solvant industriel, l'arsenic qui est bien connu pour ses bienfaits pour la santé, et plein d'autres choses. Le plomb, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que ça provoque le tabac? Ça provoque quand même 75 000 morts par an. C'est énorme, qui sont pour la plupart évidemment évitables. Alors, un cancer sur trois est dû au tabac, donc vous connaissez évidemment le poumon, dans la très grande majorité des cas. La bouche, la langue, la gorge, les lèvres, hein, toute la sphère ORL peut être touchée, mais là, ça dépend à la fois de comment on fume, de ce qu'on fume, parce que la pipe, le cigare, le cigarillo sont plus associés à des cancers plutôt hauts, de la sphère ORL haute, plutôt que du poumon. Euh, et puis, évidemment, il y a aussi un rôle des autres drogues, notamment l'alcool dans ces cas-là. L'estomac, le foie, j'avais oublié, le pancréas, le col de l'utérus est un facteur de risque puisqu'un élément déclencheur. La vessie, les leucémies, le rein. Alors évidemment, il n'y a pas que les cancers, il y a les maladies cardiovasculaires. On oublie l'hypertension que je n'ai même pas mentionné ici, tout ce qui est coronaropathie ischémique, les accidents vasculaires cérébraux, les artérites des membres inférieurs, l'anévrisme de l'aorte ou de tous les vaisseaux, évidemment la bronchite chronique, la BPCO. Le tabagisme passif augmente de 25% le risque de maladie cardiaque et du cancer du poumon et provoque, comme vous vous en doutez, vous le savez sans doute déjà, la mort subite du nourrisson, de l'asthme et des allergies chez les tout petits. Chez les femmes enceintes, ça provoque aussi des grossesses extra-utérines, des fausses couches, des menaces d'accouchement prématuré et l'hypotrophie du fœtus. Donc c'est un bonheur. Je vous ai mis ça parce que j'ai trouvé ça assez quand même assez. C'est une information que j'ai trouvée marquante. C'est qu'en 2014, la mortalité par cancer du poumon a dépassé chez les femmes la mortalité par cancer du sein. C'est quand même assez fou. Évidemment, le taux de tabagisme augmente chez les femmes et comme les signes cliniques des maladies cardiaques chez les femmes sont souvent atypiques, ben, elles sont les premières victimes et le seront sans doute davantage encore dans le futur parce que moins bien diagnostiquées et de plus en plus à risque à cause du tabagisme qui augmente chez elles et de ces atypies de présentation clinique. Un fumeur sur deux finira par mourir des conséquences de son tabagisme, donc ça veut dire que ce fumeur qui finira par décéder, il faut le remplacer par un fumeur tout neuf. Alors, fumer, c'est un comportement très complexe qui d'un côté provoque évidemment quelque chose de positif avec quelque chose qui s'auto-entretient par le plaisir, donc la sensation de plaisir et les effets psychoactifs, l'amélioration de la concentration, de l'éveil, l'aide à la gestion du stress, on en parlera en détail un peu plus loin, c'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement la nicotine a un effet psychoactif. Ça permet de contrôler l'appétit, donc ça, on va dire, ce sont des choses que les consommateurs ont plutôt tendance à chercher et qui encouragent à, à allumer une cigarette supplémentaire. Et puis, il y a les éléments qui renforcent de façon plutôt négative la consommation, c'est-à-dire que quand un fumeur, quand un fumeur allume sa cigarette, il y a un pic de nicotine dans le sang qui arrive très rapidement, je vous le montrerai plus tard, mais qui baisse assez rapidement aussi, qui entraîne une sensation de manque et qui encourage là aussi à allumer une cigarette supplémentaire donc il y a des automatismes comportementaux qui arrivent très vite avec des cigarettes rituelles, des réflexes conditionnés qui entraînent des cigarettes qui sont à peine allumées et de temps en temps le fumeur se dit mais je ne l'ai pas apprécié celle-là, j'en voulais même pas et je l'ai fumé quand même. Donc c'est des choses à chercher en consultation. Alors la dépendance, là, il y a beaucoup de choses à dire.
Donc, il y a plusieurs types de dépendance. Il y a la dépendance sociale. C'est comme ça que les jeunes fument leur première cigarette pour faire comme les autres, pour s'intégrer à un groupe. Je voudrais attirer votre attention aussi sur sur ce qu'on appelle l'éducation silencieuse, c'est-à-dire que le fait que les parents fument a évidemment une influence sur le tabagisme futur de leur progéniture. D'abord par curiosité, puis par imitation, à force de voir faire leurs parents. Donc, les statistiques que j'ai trouvées, c'est que, en gros, un quart des lycéens dont les deux parents sont non-fumeurs deviennent des fumeurs eux-mêmes. Alors que quand les deux parents sont fumeurs, ce sont quand même les deux tiers des ados qui fument à leur tour. Donc, il y a quand même une espèce de reproduction sociale dans le tabagisme qui n'est pas à négliger. Euh, Comment on fume la première cigarette? Il y a d'abord l'accoutumance qu'il faut pas confondre avec la tolérance. Donc, l'accoutumance, c'est l'état d'adaptation du corps à une substance nouvelle, donc une drogue en général. Donc c'est au début, la première cigarette, on les aime pas trop, ça fait réagir le corps, le corps le rejette souvent, on se met à tousser, à avoir mal à la tête, et puis pour certaines autres drogues, il peut même y avoir des nausées ou des vomissements. Mais l'accoutumance finit par passer, et donc quand on a passé ce stade, la substance devient une substance plaisir, et on passe à la notion de tolérance, qui est plutôt la nécessité d'avoir augmenté les doses pour obtenir les mêmes effets bénéfiques. Donc ça, ça c'était la dépendance, on va dire, sociale, enfin, le caractère social de la reproduction des fumeurs. Il y a évidemment la dépendance physique, dont on va parler largement. Donc la dépendance physique dure en moyenne 1 mois et demi. Donc c'est-à-dire un fumeur qui arrête, qui a une dépendance physique, hein, c'est pas tous. Euh, Quelqu'un qui est très dépendant, s'il arrive à tenir 1 mois et demi, donc 6 semaines, au bout de 6 semaines, normalement, il n'a plus de dépendance physique. Il a toutes les autres qui persistent longtemps. Mais donc comment ça se manifeste? Une sensation de manque, avec tremblement, nervosité. C'est pas tout à fait un syndrome de sevrage, c'est pas, on le voit plutôt pour les autres drogues. Et puis parfois des phénomènes de compulsion et de recherche de substances pour éviter la privation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les drogues. Alors ensuite, il y a la dépendance comportementale, c'est-à-dire le réflexe conditionné dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fumeurs qui sont accros au geste, à avoir quelque chose entre leurs doigts, à le manipuler, sans forcément le fumer d'ailleurs, hein. Ils prennent une cigarette entre leurs doigts, ils la manipulent, des fois ils la remettent dans leur paquet ou ils les mettent au coin de la bouche sans forcément l'allumer. Et puis quand même souvent ils l'allument et puis il les enchaîne sans même le savoir. Il y a quand même beaucoup de pression sociale, bon, un peu moins que pour l'alcool, mais il y a quand même pas mal de pression sociale autour de ça, liées notamment aux moments de convivialité, qui sont très majoritairement associés au tabagisme et aussi à l'alcool. Et puis, il y a un autre type de dépendance qui est la dépendance psychologique, c'est-à-dire le bien-être que ça procure avec la stimulation intellectuelle et la détente. Donc, la dépendance psychologique, c'est ce qui reste, c'est la plus difficile à se défaire. Je dis souvent aux patients fumeurs qu'on peut apprendre à faire du vélo, mais on ne peut pas oublier de faire du vélo. Donc, un fumeur qui a arrêté de fumer, c'est un ancien fumeur, mais ce n'est pas un non-fumeur. Il revient jamais à ce stade-là et donc les circuits de la récompense dans son cerveau ne demandent qu'une chose, c'est d'être réactivé. Il suffit d'une cigarette. On en parlera dans les facteurs de rechute. Alors, je vous ai trouvé cette étude que j'ai trouvée sympathique pour juste comparer les drogues entre elles, donc les principales drogues. Alors, sur des critères qui sont la dangerosité physique, notamment aiguë, chronique, à long terme, les dangers de l'éventuelle injection intraveineuse, le type de dépendance, c'est-à-dire l'intensité du plaisir de consommation, la dépendance psychique et physique, et puis aussi cette échelle, elle mesure la dangerosité sociale, c'est-à-dire
le degré d'intoxication, les autres dangers sociaux, notamment l'éloignement familial, la désocialisation et la quête de dose, qui est fréquente pour le tabac, mais enfin, c'est quand même un peu moins embêtant de sortir à minuit, sauf quand il y a couvre-feu, pour aller courir dans le tabac du coin, parce que c'est une drogue légale jusqu'ici. C'est un peu plus embêtant pour la cocaïne et l'héroïne, d'autant que ça peut, chez certains consommateurs, couper les liens familiaux, voire même entraîner de la prostitution pour se fournir en argent pour acheter ces doses. Et puis, ce tableau tient compte aussi du coût pour le système de soins. Donc, quand on voit ce tableau, on voit que le tabac, il est en gros au milieu de toutes les autres drogues. Alors, j'ai mis les principales. On voit que le cannabis semble un peu moins dangereux. Alors, ça sera évidemment à nuancer. Vous êtes sans doute étonné de voir la buprenorphine et la méthadone dans ce tableau. Alors, dans l'étude, en fait, il parlait de la buprenorphine et la méthadone de rue, c'est-à-dire celle qui est obtenue au marché noir et pas celle qui est obtenue dans le cadre de soins médicaux où les choses sont beaucoup plus contrôlées. Donc, ce qui explique que ce soit un tel degré de dangerosité. Donc voilà, le tabac se situe au milieu, l'alcool est juste à côté, le cannabis un peu moins. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de comparer les choses les unes aux autres. Alors, dans le détail, il y a un sénateur qui s'appelle Rock, qui a fait une espèce de tableau comparatif qui commence à dater un peu et qui est sujet aujourd'hui à critique, notamment sur le cannabis, puisque la dépendance physique et psychique est assez faible. La toxicité et la dangerosité sociale du cannabis dans ce tableau. Et vous voyez ma petite flèche, hein? Oui, ok. C'est quand même à nuancer. Là, il y a le petit 2, là, c'est toujours les petites annotations qui sont les plus importantes, surtout dans les contrats d'assurance. Il y a marqué le petit 2, sauf conduite automobile où la dangerosité devient alors très forte. Donc ce tableau est à nuancer parce que bon, on a tous des adolescents qui commencent à fumer d'abord du tabac, puis des pétards et qui sont peut-être en décrochage scolaire à cause de ça. J'ai eu récemment une histoire qui m'a marqué d'un bébé qui avait accompagné son papa chez des copains et qui a boulotté une boulette de shit et qui a fini en réa. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont pas drôles. Donc, le tabac a une dépendance psychique très forte. Il a des choses qui sont à nuancer. Donc, voilà, chaque drogue on va dire, des avantages, des inconvénients qui sont très variables. Et donc, il faut tenir compte de tout ça et des usages qui sont très, très variables d'un consommateur à l'autre, les façons de fumer et les utilisations conjointes de plusieurs drogues sont très fréquentes et toujours à dépister. Donc, bon, je vous montre ce tableau, mais en gros, il faut un peu l'oublier. Alors, on va rester un petit moment là-dessus. Donc, vous avez peut-être entendu parler du cycle de Prochaska et Di Clemente, qui sont ça date un peu, ça a été réactualisé, mais finalement, il y a eu peu de changements depuis 1983. Et c'est un cycle qui s'applique à quasiment toutes les drogues avec quelques nuances. Donc, on part d'ici là du fumeur satisfait. Alors, quand je dis fumeur, ça peut être l'alcoolodépendant satisfait, hein. Vous devez en avoir vous aussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne voit pas le problème. C'est-à-dire, il fume, il sait évidemment comment ne pas le savoir que c'est dangereux, parce qu'il y a quand même les images sur son paquet de cigarettes qui l'avertissent. Il sait que c'est dangereux, mais il est à un point d'équilibre dans sa vie, ça lui convient, il y trouve son compte. Donc, à ces patients-là, ça ne sert pas à grand-chose d'insister. On peut juste faire ce que je vais détailler tout à l'heure, c'est-à-dire le conseil minimum. Et ça ne sert pas à grand-chose pour aller plus loin, parce que c'est des gens qui sont peu motivés. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est quand on arrive grâce ou spontanément à motiver ces gens-là et à les faire rentrer dans le cycle, c'est-à-dire qu'il est dans la pré-réflexion, il se dit, ah, quand même,
et si j'arrêtais un jour. C'est déjà pas mal. Donc ça aussi, ça peut durer longtemps, mais là aussi, en l'encourageant, en faisant là aussi du conseil minimum, on peut le décider à s'arrêter, auquel cas il est dans la réflexion, la préparation, jusqu'à arriver dans l'action. Donc là, si vous avez un patient qui commence à rentrer aussi loin dans le cycle, ben, il faut l'accompagner. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il faut l'orienter vers quelqu'un qui a plus l'habitude, mais c'est pas, on va voir que c'est pas très compliqué. Essayer de planifier les choses, lui dire que c'est possible, lui dire qu'on est là en soutien s'il est en difficulté. Et puis, ben, on arrive à la décision d'arrêt, donc qui se trouve, donc je suis à peu près ici, et donc le patient a décidé d'arrêter, il a planifié les choses, il dit ce sera à telle date que j'arrête, j'écrase ma dernière cigarette la veille ou l'avant-veille ou un mois avant, et puis, bah, si tout se passe bien, il arrive à ne plus recommencer, et c'est formidable, objectif atteint, mais il y a quand même de fortes chances, c'est quand même la règle qu'il y ait des rechutes, et donc s'il y a rechute, on revient à cette case-là, hein. On touche pas, on revient à la case départ, pas exactement, mais sans toucher 20 000 euros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne revient jamais au stade de fumeur satisfait. C'est-à-dire que souvent on réessaye et puis ça peut être de suite, ça peut être, euh, on peut rechuter souvent après un coup dur ou des difficultés personnelles ou familiales. Mais on ne revient jamais à l'état de fumeur satisfait, ce qui veut dire que même s'il y a une rechute, il faut quand même encourager les gens et leur recommander de réessayer éventuellement une nouvelle tentative parce que c'est quand même assez rare les gens qui arrivent du premier coup. Alors, qu'est-ce que c'est que le conseil minimum? C'est assez simple, vous le savez, vous le connaissez sans doute. N'importe qui peut le pratiquer. Ça consiste à dépister, c'est-à-dire repérer si les gens sont fumeurs ou pas. Est-ce que vous fumez? Oui, non. Oui, ah bah tiens, est-ce que vous désirez arrêter? Ah bah non, ça m'intéresse pas. Donc là, ça veut dire qu'on sait que le patient se trouve dans la case avant de rentrer dans le cycle. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous lui dites, bah, le jour où vous êtes décidé, on en rediscute et puis je pourrais vous aider ou vous orienter vers quelqu'un. Euh, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis à qui on propose ça? Ben, en gros à tout le monde, mais tous les adultes, les femmes enceintes ou les parents d'enfants en bas âge, les enfants à partir de 12 ans, c'est ce que dit le référentiel, bon, qui est un peu ancien, mais que j'ai trouvé. Objectivement, je ne le fais pas. Je sais pas si vous le faites vous, mais c'est un peu compliqué de demander ça, surtout qu'ils sont quand même rarement seuls en consultation. Et si c'est recommandé. Alors, le conseil minimum a une vertu majeure, c'est que il y a quand même 1% de sevrage spontané sans aide par an, donc c'est quand même dommage de s'en priver. Si on fait ça sur toutes nos patientèles, ben, ça veut dire que avec très peu de choses, on arrive à sauver des vies, l'air de rien, donc c'est dommage de s'en priver. C'est pour ça c'est pour ça que je comptais initialement expliquer ça aux professionnels de santé de toutes les professions qui peuvent être en contact avec des patients fumeurs parce que ça, tout le monde peut le faire, hein. Alors, quelles autres interventions on peut proposer en dehors du conseil minimum? Ben, c'est proposer un accompagnement ou orienter si on se sent pas, si on se sent pas prêt pour le faire. Rassurer, faire du renforcement positif. Vous avez déjà essayé, vous avez tenu 2 heures, 2 semaines, 2 mois, c'est déjà ça. Ne pas encourager de recommencer parce que souvent il y a un découragement, une autoflagellation en cas de rechute, mais c'est rare les gens qui arrivent du premier coup. Et puis surtout rappeler les objectifs qui est zéro cigarette ou autre support parce que souvent les gens sont déjà contents de baisser leur consommation, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi adapter son discours au type de patient qu'on a. Alors là-dessus, je mettrai deux paquets ensemble, on va dire les jeunes parents et les patients qui ont des antécédents récents d'infarctus ou de BPCO, qui sont des gens qui sont relativement faciles
à motiver parce qu'ils le sont spontanément, les jeunes parents parce qu'ils veulent protéger la santé de leur enfant à venir, et les patients qui ont eu la pétoche de leur vie parce qu'ils sortent de l'hosto avec 3 stents ou un pontage et que forcément on leur a dit, ben voilà, ce que ça fait que de fumer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ce sont des gens qui sont plutôt faciles à motiver. Alors les adolescents, c'est un cas particulier. Là, je pense que nous, en tant que médecins généralistes, on a un rôle important à jouer. Évidemment, dire à un adolescent, tu vas avoir un cancer du poumon dans 50 ans, il s'en fiche complètement. Donc, il faut adapter son discours aux adolescents. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est que j'axe un peu les choses sur la peau, sur le teint de la peau, sur les boutons, sur la laine, sur la personnalité. Je leur dis que quand on a de la personnalité, on est capable de dire non à ce genre de choses. Bon, est-ce que ce sont des leviers qui peuvent aider? Je ne sais pas, vous avez sans doute d'autres expériences à ce sujet, mais c'est c'est ce que on pourra en discuter si vous avez d'autres façons de faire. Un terrain de jeu beaucoup plus compliqué, c'est l'actif stressé, parce que justement, lui, il trouve un bénéfice à son tabac, c'est que ça lui permet de se déstresser. C'est plutôt une association d'idées qu'une réalité. Et il y a quand même un bénéfice, même à un patient à qui on vient de découvrir un cancer et à qui on propose la chimio, parce qu'on sait actuellement que l'arrêt du tabac, même à quelqu'un à qui on vient de découvrir un cancer à petites cellules métastasées, ben, ça améliore la réponse et la réponse au traitement et la tolérance. Donc ça vaut le coup d'en parler aux patients dans ces situations. Même si c'est sans doute un peu tard, ça peut aider dans ces circonstances-là. Alors, les difficultés, ben, vous les connaissez sans doute. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée à quelqu'un à qui j'avais proposé un sevrage tabagique. Je vous en parle tout de suite, mais je détaille d'abord la diapo. Donc, il ne faut pas négliger les addictions associées, notamment l'alcool et le cannabis qui sont très, très fréquents. Ne pas négliger une anxiété ou une dépression sous-jacente ou a fortiori une maladie psychiatrique, même si enfin, l'anxiété et la dépression, voilà, c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier. Souvent, les gens utilisent les drogues et le tabac en particulier comme une espèce de béquille qui leur permet de tenir. Et si on leur enlève ça, ben, ça peut mal se passer. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Euh, alors, il faut savoir, parfois, à cause de ça, différer le sevrage. C'est souvent les patients sont surpris quand je leur dis non, non, c'est pas le moment. On attend que vos problèmes perso, que la dépression soit un peu stabilisée et on arrêtera le tabac après. Mais c'est, me semble-t-il, important. Alors, la prise de poids, c'est un gros phénomène qui est important d'anticiper et c'est pour ça qu'un arrêt du tabac, ça se prévoit pour anticiper la prise de poids qui est quasi automatique. Il y a souvent 2-3 kilos, donc ben, plus si on remplace le tabac par des viennoiseries ou des choses sucrées, mais c'est pour ça que c'est mieux de le prévoir pour faire reprendre une activité physique un peu en amont de la date du sevrage. C'est quand même pas mal au préalable. Alors le craving, il faut prévenir les patients et les rassurer. Qu'est-ce que c'est? C'est cette sensation qui est pas le syndrome de sevrage, mais qui est une envie insoutenable, difficile à résister, une envie de fumer, de craquer une cigarette, de l'allumer. Et que ça dure quelques minutes à tout casser et il faut prévenir les patients parce que ça arrive assez souvent, surtout chez les patients qui ont une dépendance physique importante. Et donc, il faut leur proposer des alternatives dans ces circonstances. Boire de l'eau, écouter de la musique, sortir le chien, euh, faire un truc qui les détend et qui leur permet de passer ce cap. Voilà, il faut les avertir parce que ça dure vraiment quelques minutes et c'est dommage de craquer dans ces moments-là. On va voir que dans les substituts nicotiniques, il y a beaucoup de choses qui sont orientées pour prévenir ce phénomène-là.
Donc le stress, voilà, je vous parlais du stress parce que voilà, souvent les patients vous disent ah oui mais je peux pas arrêter parce que ça me détend. Alors euh, c'est vrai et c'est pas vrai que la cigarette améliore le stress. Pourquoi? Parce que certes il y a une petite un- un- la nicotine a un effet sur certains neurones qui améliore qui peut avoir un effet de détente, mais souvent, c'est plutôt que les patients associent l'idée de fumer à faire une pause, prendre un café, sortir de leur bureau, ou alors parce ils se sont énervés avec leurs collègues de bureau et ils se sont éloignés de leur, d'une dispute éventuelle et ils sont allés dehors pour fumer une cigarette. Ils ont modifié à ce moment-là leur façon de respirer, donc ils ont fait indirectement des exercices de respiration. Donc, aux patients qui vous disent ça, mais oui, mais ça me détend, dites, ben, au lieu de fumer, vous faites la même chose, vous vous isolez, vous respirez profondément. Et ça, c'est d'ailleurs une ancienne fumeuse qui m'a donné l'astuce, c'est-à-dire que j'avais pas remarqué que les gens qui fument en période de stress, ben, ils respirent différemment, plus lentement, plus profondément, et que du coup, ça, indirectement, ça agit sur leur détente. Donc voilà, il y a une association d'idées fréquente entre le fait de fumer et la détente parce que ben, on fait une pause, on associe ça à des moments de convivialité, à la pause café, à la pause déjeuner, et donc on se sent forcément détendu parce que c'est des moments où on est en général détendu avec ou sans cigarette. Donc il faut aussi parler de la rechute à long terme parce que c'est souvent dans des moments de convivialité ou à plusieurs années après la dernière cigarette que les fumeurs replongent et il faut qu'ils trouvent des solutions et le courage de dire non dans ces cas-là. Voilà, ça peut être le barbecue l'été entre amis ou en famille. Ça peut être un week-end pendant les vacances en disant bah oui, bah, tiens, tu veux une cigarette, c'est bon, tu n'as pas fumé depuis longtemps, ça craint rien. Et puis, ben non, 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 c'est à ce moment-là qu'il faut tenir parce que justement, les circuits neuronaux de la récompense, ils demandent qu'à se réactiver. Et voilà, et là, patatras, le cycle de Prochaska est à recommencer. Alors oui, c'est là que je vous parle du patient avec lequel j'ai pas été assez attentif sur une coaddiction à l'alcool et une dépression. Donc je l'ai mis sous patch, je lui ai dit d'arrêter et je lui ai dit de revenir me voir quelques temps après. Sauf que il a décompensé complètement euh, sa, euh, sa, euh, sa dépression et il s'est mis à boire et il est parti avec un fusil dans une forêt et c'est un miracle s'il ne s'est pas tiré une balle dans la tête. Donc ne faites pas comme moi, soyez attentifs à ça parce qu'il y a un vrai risque, hein. Et donc là, cette fois-ci, je ne sais pas comment je m'étais débrouillé, mais j'avais pas suffisamment bien interrogé le patient et j'avais pas dépisté que l'alcool était vraiment juste à côté du tabac et que ça faisait des dégâts aussi. Alors, les bénéfices, ben, il faut en parler. Ils sont toujours présents quel que soit le moment. D'abord, le retour du goût et de l'odorat, ça c'est quelques heures après l'arrêt du tabac, l'amélioration du souffle, du sommeil, le teint de la peau, l'amélioration de la libido et des érections pour ces messieurs. Alors, les économies, ben, c'est facile à calculer. Maintenant, un paquet, à peu près tous les paquets sont à 10 euros, les paquets de 20 cigarettes. Donc, ça veut dire que si on fume un paquet par jour, ben, on fait des économies de 3 650 € par an. C'est énorme. On se fait un très beau cadeau avec cet argent-là. Alors, si c'est le couple qui fume, bah, ça fait plus de 7 000 €, donc il y a de quoi faire. C'est quand même un levier assez important pour les patients bah, parce que la période économique est pas géniale. Donc, c'est peut-être le moment de leur parler de ça. Il y a le tabac qui a encore augmenté là, début février. Donc, alors, très légèrement, mais voilà, c'est un paquet aujourd'hui, c'est plus de 10 euros. Beaucoup de patients après coup se sentent libérés de cette contrainte, de cette addiction. Donc,
Évidemment, ils sont heureux de prévenir des problèmes de santé à moyen et long terme. Et de plus en plus, je ne sais pas si vous avez été témoin de ça, mais il y a de plus en plus de chirurgiens qui font des protocoles de cicatrisation préopératoire où ils demandent aux patients fumeurs d'arrêter de fumer euh, suffisamment longtemps, plusieurs semaines avant l'opération pour éviter les complications de cicatrisation et une cicatrisation plus belle et plus rapide. J'ai vu ça une ou deux fois, j'ai vu des infirmières qui l'avaient vu, d'autres pas du tout. Donc, ce sont des... Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de l'efficacité, de la tolérance des traitements, notamment les traitements lourds, les chimios. Alors, les outils non médicamenteux. Vous avez l'entretien motivationnel. Alors, il faut être formé, mais on est tous d'un peu des monsieur et madame Jourdain de l'entretien motivationnel. C'est pas très compliqué. Ce que je fais, je vous montrerai une consultation récente à ce sujet. Ce que je leur demande, c'est de lister leurs motivations. Ce qui permet, une fois qu'on a listé les motivations, de les ressortir si besoin. C'est-à-dire que quand les gens ont des doutes ou quand ça devient difficile, mais rappelez-vous, vous m'aviez dit que vous vouliez arrêter parce que vous aviez un bébé, parce que vous en aviez marre de courir le soir sous la pluie pour aller acheter une cigarette. Parce que vous en aviez marre de dépenser autant d'argent et donc c'est important de lister les bénéfices. Important aussi d'anticiper les difficultés, donc difficultés notamment liées à l'activité physique et au rééquilibrage alimentaire, si possible en amont. C'est pour ça que il faut pas que les gens soient trop pressés. C'est à la fois c'est bien et pas bien. Donc des fois je leur dis mais attendez, il y a des choses à voir avant. Donc vous connaissez sans doute le Fagerstrom qui est très fréquent, mais qui est un test qui ne dépiste que la dépense physique. J'ai eu plusieurs échecs en croyant faire bien avec des patchs chez quelqu'un dont la dépense physique était pas tellement au premier plan. Et donc, voilà, il faut savoir que le Fagerstrom, ça ne teste que la dépense physique et que comme c'est beaucoup plus complexe que comme vous commencez à entreapercevoir, bah, c'est dommage de pas s'attaquer au reste. Alors, le test HAD, c'est Hospital Anxiety and Depression Scale. C'est une échelle qui mêle des questions qui testent plutôt l'anxiété et plutôt le versant de dépression chez les patients. Et il y a un petit score à la fin d'anxiété et de dépression. Ça permet de savoir si il faut plutôt traiter les angoisses ou plutôt la dépression ou plutôt les deux avant de proposer un sevrage tabagique à ces patients-là. Oui, je l'ai tout à l'heure, je l'ai à peine évoqué, mais il faut savoir que les patients psychiatriques, notamment les schizophrènes, sont très, très, très difficiles à faire arrêter. Ou que les échecs sont souvent sont quasi automatiques, donc faut pas se décourager, mais c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres patients. Alors, il y a plein d'autres échelles qui existent, des échelles de motivation, du genre comment vous voyez-vous dans 6 mois? Est-ce que vous aurez diminué, arrêté? Bon, ce n'est pas des échelles que j'utilise dans ma pratique quotidienne, mais ça peut vous être utile. Alors, en dehors de ces choses-là, il y a la cigarette électronique pour laquelle je vais consacrer une diapo entière un peu plus tard. Vous avez l'application smartphone qui est gratuite que Tabac Info Service, que j'ai téléchargée, j'ai testé, elle est pas mal. Je trouve que graphiquement, c'est pas très très joli, mais elle permet comme les autres applications dont je vais parler après, de faire une espèce de profil du fumeur assez individualisé sur les habitudes de tabac. Est-ce que vous consommez plutôt le matin, plutôt le soir? Plutôt quand vous êtes stressé, plutôt à table, est-ce que vous vous levez la nuit pour manger ou pas? Et donc ça envoie des conseils adaptés à à tous les types de comportements en fonction du questionnaire qu'on a rempli. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Et donc, il y a aussi le service associé à Tabac Info Service qui est téléphonique, c'est le 39 89, qui permet d'avoir en ligne, d'avoir des consultations de tabacologues en ligne qui sont là aussi gratuites. J'ai découvert récemment deux autres applications qui sont pas mal, qui sont payantes. Alors, Wikit est très joli, c'est pas très cher et franchement, j'ai été agréablement surpris.
pense que les 5,49 € pour avoir l'ensemble des outils qu'elle propose, ça me semble être un investissement intéressant. Alors Solvi, c'est une application, c'est plutôt c'est des espèces de programmes audio type podcast. Vous avez 9 podcasts gratuits qui sont faits par un ancien gros fumeur. Euh, alors les podcasts, j'en ai écouté un ou deux, ils sont pas mal. En tout cas, ça vaut le coup d'écouter les 9 podcasts gratuits. Et puis après, si vous voulez aller plus loin et entendre tous ceux qui existent par ailleurs, il y a un abonnement au mois ou à l'année. Et puis je crois qu'il y a un remboursement si vous rechutez. Enfin, donc c'est pas si mal, mais voilà, à choisir entre les deux, je trouve que Wikit m'a pas mal séduit, tant par les fonctionnalités assez pointues sur l'activité physique, ça mesure le nombre de mètres de cigarettes que vous n'avez pas fumé, ça mesure ça vous donne une indication de l'eau qui n'a pas été utilisée à fabriquer les cigarettes que vous n'avez pas consommées. Enfin, ça va très loin. Mais je trouve ça sympa et l'ergonomie est plutôt intéressante. Ensuite, vous avez la spirométrie. Certains d'entre vous, on avait fait une soirée en septembre là-dessus. Donc, notre expert du soir nous avait dit que ce qu'il mesurait, c'était l'âge pulmonaire. Et il nous avait dit qu'il était démontré que donner un âge pulmonaire à quelqu'un dont on vient de faire la spirométrie, et si on lui dit il a 50 ans alors qu'en vrai il a 35, ben ça est de nature à induire des changements de comportement qui vont dans le sens du sevrage. Ensuite, vous avez le testeur au monoxyde de carbone qui peut être un outil intéressant. Les infirmières azalées, si vous en avez dans vos cabinets, sont équipées de ce genre de système. Ça peut être pas mal. Ça peut prouver aux fumeurs et le remotiver en disant, ben, voyez, vous avez plus ou quasiment plus de monoxyde de carbone. Pardon, c'est mesuré en parties par million dans l'air expiré. Bon, le problème, c'est qu'en ce moment, la spirométrie et l'air expiré en période de Covid, c'est pas trop tendance, mais ça va finir par revenir, je l'espère. Ensuite, vous avez les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, sur le principe, c'est toujours fantastique. Le problème, c'est que par chez nous, c'est un peu compliqué de trouver des gens qui soient à la fois remboursés et qui soient disponibles. Mais sur le principe, ce sont des choses qui sont utiles. Bon, après, peu importe, il y a plein d'autres méthodes qui sont non validées, hein, la force Jedi, bien entendu, l'acupuncture, l'hypnose, le Ouija, la relaxation, enfin, peu importe ce qui compte. Autant j'ai beau être très cartésien et pas aimer tout ce qui est fake made, mais autant dans le cadre du sevrage tabagique, je leur dis que vraiment l'objectif c'est d'arrêter, donc peu importe le moyen utilisé. Même si c'est sur un petit. Non, peut-être pas le professeur Mamadou qui fait revenir l'être aimé, non, peut-être pas celui-là quand même, qui va vous vider le compte en banque. Alors, les médicaments, ben, vous connaissez les substituts à la nicotine. Alors avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un forfait qui était par année civile, qui était d'abord de 50 euros, puis de 150 euros d'abord pour les femmes enceintes, puis pour tout le monde. Ce qui fait que je demandais aux patients de faire des tentatives de sevrage en fin d'année civile pour pouvoir en bénéficier 2 fois à quelques mois d'intervalle. Et fort heureusement, ça a été modifié. Maintenant, ce sont des médicaments qui sont remboursés toute l'année, peu importe, comme tous les médicaments sur prescription médicale. Donc vous avez des patchs qui sont sur 16 heures et sur 24 heures qu'on peut utiliser comme la basale de l'insuline, par exemple, c'est-à-dire que ça permet de délivrer de la nicotine sur 24 heures ou 16 heures. Je vous en parlerai plus en détail. Donc comment je calcule la dose? Je calcule une cigarette, 1 mg sur la base des patchs sur 24 heures. Donc quelqu'un qui fume un paquet par jour, ça fait 20 cigarettes. Donc il faut un patch de 21 mg, c'est-à-dire les plus gros. Il ne faut pas hésiter chez les gros fumeurs à mettre 2 patchs, à mettre 2 gros si c'est 2 paquets par jour. Si c'est quelqu'un qui fume un paquet et demi, ça fait 30 mg, ça fait soit un gros et un petit, soit un gros et un moyen. Et il ne faut pas oublier de proposer aux gens de couper les patchs en deux au ciseau, ça peut s'envisager. Et en cas de surdosage, il faut trouver le juste milieu entre éviter la dépendance
les inconvénients de la dépendance physique et éviter les problèmes du sommeil que je vais évoquer tout à l'heure. Vous avez les gommes et les pastilles, alors qui sont vraiment pas bonnes. Je ne sais pas si vous avez goûté, c'est un peu goût pneu. Mais alors pneu eucalyptus, pneu citron et pneu menthe forte. Donc voilà, bon, ça permet d'éviter le craving dont je vous ai parlé. Donc c'est ces moments où l'envie de fumer est très intense. Vous avez d'autres choses anti-craving, notamment les inhaleurs, qui sont intéressants par rapport aux patients pour lesquels la gestuelle est importante. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai découvert le spray buccal que je ne connaissais pas récemment, qui est aussi un outil intéressant pour le craving et qui se glisse dans n'importe quel sac ou sacoche. Alors en deuxième intention, vous avez le Ziban et le Champix. Objectivement, je crois que j'ai jamais prescrit de Ziban, c'est peut-être un tort. C'est un anxiolytique qui a quand même des effets intéressants. Donc, chez les gens qui ont peu de dépenses physiques et qui ont une anxiété qui est au premier plan, ça peut être intéressant d'essayer. Pour le Champix, c'est l'effet Antabus, donc je ne sais pas si vous avez vu des boîtes de Champix, mais c'est en théorie c'est en deuxième intention. Ça m'est déjà arrivé d'en prescrire en première intention chez des gens qui le réclamaient parce que ils en avaient entendu parler. J'ai eu quelques bons retours, mais c'est des gens que j'ai perdu de vue, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais donc le Champix, on commence le traitement avant d'arrêter de fumer. Je crois qu'on fait 2 semaines de traitement, on met la date de l'arrêt au milieu, et puis on augmente progressivement la dose. Et je crois qu'on continue pendant 3 mois. Donc ça a un effet. Le but, c'est qu'il y ait une espèce d'indifférence au tabac et qu'il y ait un effet antabus, de dégoût en cas de reprise du tabagisme. Donc c'est une option qui n'est pas à négliger. Et puis évidemment, le traitement des co-addictions, s'il y a, et puis des facteurs de risque associés à la dépression, l'anxiété, à faire éventuellement au préalable. Alors voilà à quoi ça ressemble si vous ne le saviez pas. En bas à droite, vous avez un. Hop là, elle est là, ma flèche. Donc ça, c'est un inhaleur. Donc vous avez une cartouche avec de la nicotine dedans. On peut tirer en gros une trentaine de bouffées. C'est un peu plus petit qu'une cigarette. Donc c'est un outil intéressant notamment chez les gens qui ont besoin d'avoir un truc entre leurs doigts, donc pourquoi pas, ou au coin de la bouche. Les patchs qui existent en 24 heures et en 16 heures, qui sont transparents ou pas. Alors, souvent, les gens ont des problèmes d'irritation avec la colle liée au patch. Ça peut être intéressant de changer de marque de patch parce que la composition n'est pas exactement la même et en changeant, on peut avoir une meilleure tolérance sur la marque suivante. Il faut penser à dire aux patients de changer d'endroit à chaque nouvelle pause. Donc là, vous avez les pastilles, bon, les chewing-gums, ça ressemble à les chewing-gums, et là, vous avez le spray. Alors, la pharmacocinétique des substituts, donc c'est-à-dire vous avez, vous avez le taux de nicotine qui augmente en fonction du temps. Donc là, vous avez les minutes en bas et les taux de nicotine ici. Donc ici, vous avez ce à quoi ça ressemble une cigarette. Alors ça monte très vite et ça descend un peu moins vite. Et c'est le fait que ça monte très vite qui a le potentiel addictif intense. Je vais vous reparler de ce profil-là sur les femmes enceintes tout à l'heure. Donc vous avez en rouge, voilà, en rouge c'est le patch, donc c'est forcément la pharmacocinétique la plus lente, forcément c'est ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de délivrer une petite dose de nicotine tout au long de la journée des 16 heures ou des 24 heures. Si je retrouve ma flèche. Oui, elle est là. Vous avez ensuite tous les médicaments anti-craving, notamment l'envers, vous avez le spray en nasal, bon, buccal ou nasal, je dirais plutôt buccal. Les gommes qui ont un pic qui est beaucoup plus loin, donc c'est pour ça que c'est pas parfait. Et le but, c'est quand même pas de se rapprocher du pic quasi instantané qu'on a avec la cigarette, parce que du coup, on aurait une dépendance au substitut. Bon, ce qui est moins embêtant que la cigarette, mais quand même.
Donc, voilà, le but, c'est de se rapprocher sans trop limiter pour autant le profil de pharmacocinétique avec les outils à disposition pour la basale, le patch, et pour les autres systèmes pour le craving, c'est-à-dire créer un mini bolus qui permet de passer le cap des quelques minutes du craving. Alors, les avantages et inconvénients des patchs de 24 ou 16 heures, alors ben, c'est exactement l'inverse l'un de l'autre, c'est-à-dire que les patchs de 24 heures, l'avantage c'est que vous n'avez aucune diminution de la nicotinémie le matin, c'est-à-dire c'est un moment critique. Souvent, les patients qui sont très dépendants, ben, la plus importante des cigarettes, c'est la toute première. Donc, si vous mettez un patch 16 heures, ben, vous n'êtes pas couvert à ce moment-là. Donc ça, faut voir, c'est vraiment au cas par cas. L'inconvénient avec le patch 24 heures, bah, c'est que forcément vous avez une dose de nicotine, y compris la nuit. Et si vous êtes un peu limite en dose, un chouïa trop élevé, bah, vous risquez de perturber le sommeil. Donc si c'est le cas, bah, c'est à ce moment-là que vous pouvez passer au patch 16 heures. Donc vous mettez à 8 heures et vous l'enlevez au coucher. Et donc, bah, vous avez moins de risque de perturbation du sommeil avec les patchs que vous gardez que la journée, au risque que le patient ne soit pas couvert le matin. Donc, chez les patients qui ont besoin d'un substitut nicotinique, mais pour lesquels la dépense, ou du moins l'importance de la première cigarette n'est pas si grande que ça peut être intéressant de proposer les patchs 16 heures sur 24 au lieu de 24-24. À voir. Alors, la cigarette électronique, quand je parle de la cigarette électronique, tout ce que je vais vous dire, ça concerne la cigarette avec nicotine. Donc là, tout ce que j'ai trouvé, c'est des choses assez récentes qui ont été publiées dans la Cochrane Database en début d'année dernière, en janvier. C'est assez surprenant quand même, parce qu'il y a quand même 50 études de bon niveau qui ont étudié 12 430 adultes qui fumaient. Et figurez-vous que étonnamment, l'efficacité de la cigarette électronique avec nicotine semblait probablement supérieure au substitut nicotinique et évidemment aux cigarettes électroniques sans nicotine. Ça aiderait à arrêter au moins 6 mois, ce qui est déjà énorme, 6 mois. 6 mois, c'est déjà énorme. Au-delà, on ne sait pas trop. Elle pourrait fonctionner mieux que l'absence de soutien ou que le soutien comportemental seul. Et elle pourrait ne pas être associée à des effets indésirables graves. Alors, l'article dit que c'est quand même très surprenant comme résultat. Et comme c'est relativement récent, ben, il y a quand même beaucoup d'études qui arrivent sur la cigarette électronique, qui est un dispositif qui n'est toujours pas médical et qui est relativement récent, ça fait 15 ans à tout casser. Alors vous avez vraiment tous les types de cigarettes électroniques. Ce qui est délivré dans la cigarette électronique, c'est plutôt euh, de la vapeur d'eau avec de l'aldéhyde, je crois, ou un truc comme ça. C'est chauffé, donc il n'y a pas de combustion. C'est ce qui rend les choses nécessairement, de mon point de vue, moins dangereuses que la cigarette où il y a une combustion, puisqu'il n'y a pas de suie, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas euh, de métaux lourds. Donc je ne vois pas comment ça pourrait être pire que la cigarette. Alors évidemment, si c'est un mode d'entrée dans l'addiction chez les adolescents, c'est pas une bonne chose, mais ça peut être quelque chose d'intéressant chez les fumeurs qui sont accros non seulement au geste, à avoir quelque chose dans leurs mains, mais beaucoup de fumeurs ou d'anciens fumeurs recherchent cette sensation, pardon, de, d'âcreté ou d'acidité au fond de la gorge quand ils respirent, et ils peuvent le retrouver du moins partiellement avec la cigarette électronique sous réserve de la fumer un peu différemment, de vapoter un peu différemment que ce qu'ils fumaient. Donc c'est quelque chose qui est pas tabou, et souvent ils viennent un peu timidement en disant et la cigarette électronique, j'en dis mais allez-y, ça peut pas être pire que la fumée de tabac. Et bon, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, puisque la Cochrane dit pareil. Sur les femmes enceintes, alors j'avais une question de notre sage-femme à Sénas, raison pour laquelle je m'étais penché sur les femmes enceintes et sur les femmes allaitantes.
Donc, avant la grossesse, ben, c'est là que c'est le plus important. Le tabac est à évoquer lors de la consultation préconceptionnelle et les substituts nicotiniques, le traitement substitutif de la nicotine est possible en cas d'échec de la prise en charge non pharmacologique. Euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la découverte d'une grossesse sous substitut. Il y a aucun risque malformatif. Pendant la grossesse, toutes les formes de substitution nicotinique sont utilisables. Les patchs, les gommes, tout est possible. Il n'y a pas de syndrome de sevrage néonatal chez les nourrissons à la naissance de mères fumeuses ou de mères qui sont sous substitut, alors que ce sont des choses qui sont décrites chez les patientes qui sont dépendantes aux opioïdes, par exemple. Et donc, ces informations-là que j'ai trouvées sur le CRAT, il y avait quelque chose que je vous ai mis en bas, c'est-à-dire que le CRAT n'est pas d'accord avec le fait de mettre ces pictogrammes-là sur les boîtes de médicaments pour les femmes enceintes, justement parce que le CRAT estime que c'est une perte de chance pour elles. Et je suis plutôt, compte tenu de ces éléments, je suis plutôt d'accord avec eux. Pour les femmes allaitantes, ben, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que il y a assez peu de passage de la nicotine et de la cotinine, qui est un- un dérivé de la nicotine dans le lait maternel. Par contre, un truc que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel je reviens, comme le pic de nicotine après la consommation de cigarettes est très important très rapidement, il faut recommander aux femmes allaitantes de plutôt fumer après avoir allaité, de façon à limiter au maximum le passage de la nicotine dans le lait maternel. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Donc dites aux femmes qui allaitent de fumer après coup. Donc avec les autres formes de substitution, il n'y a pas de dosage oui, il y a aucun dosage qui a été effectué dans le lait ou dans le plasma des enfants allaités. Bon, ça se comprend un petit peu parce que bah, déjà le passage est faible et que la demi-vie d'élimination de la nicotine dans le lait maternel est assez courte. Donc, à partir du moment où on demande aux patientes qui allaitent de ne fumer qu'après l'allaitement, le risque est quand même très très limité. Aucun élément n'a été signalé chez les enfants allaités de mères sous substitut nicotinique. Donc la substitution est là aussi possible autant au cours de l'allaitement que au cours de la gestation. Donc, et toutes les formes sont utilisables. Alors voilà à quoi ça ressemble une récente consultation de Tabaco. Alors c'est un homme de 30 ans, alors c'était une consultation un peu facile parce il avait déjà quasiment arrêté avant d'arriver. Donc la première consultation dure environ une demi-heure. Je pense qu'il faut ça. Donc on fait le point sur de quand date la consommation, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'arrêt ou pas. Il y a souvent du cannabis associé. Donc ça c'est un vrai problème parce que souvent le cannabis est utilisé un peu comme l'alcool à visée anxiolytique, notamment le soir, et que s'il y a beaucoup de pétards, ben enfin, les gens ils fument les pétards avec du tabac. Donc, et on considère, enfin, du moins quand j'ai passé mon DU de tabaco, on considérait que un pétard c'était l'équivalent de 5 à 10 cigarettes et qu'un cigare c'était l'équivalent de 10 cigarettes en termes d'impact sur les poumons, ben, notamment parce que les pétards, il n'y a pas de filtre, donc vous avez la totalité des pires cochonneries qui arrivent au fond des poumons. Donc ce jeune patient, ses motivations, c'était d'abord la santé, le prix, le fait que sa femme a arrêté et que son bébé venait de naître. Donc sa femme avait arrêté juste avant la grossesse avec un certain succès. Enfin, elle avait tenu bon toute la grossesse et elle avait pas repris après l'accouchement. Lors des arrêts précédents, il fumait tous les. Attends, qu'est-ce que j'ai marqué? Arrêt précédent, cannabis a arrêté par le passé. Bon, je comprends plus ce que j'avais voulu dire. Donc, comment il se voyait dans 6 mois? Ben, objectif zéro. Il a de lui-même utilisé la cigarette électronique et en pratique, il avait déjà arrêté de fumer.
Donc, je lui ai fait un petit test de Fagerström que vous voyez ici. Et donc, on voit que le patient avec un score de 5 était peu dépendant, ce qui semblait assez évident au vu des éléments interrogatoires. Là, vous avez le fameux test HAD. Donc, en rouge, vous avez tout ce qui est plutôt lié aux questions liées aux angoisses. En gros, on alterne une question angoisse, une question dépression. Et en bleu, vous avez les questions qui permettent de dépister une éventuelle dépression. Donc, ce patient, il était à 4 pour l'anxiété et 0 sur la dépression. Donc, quand on est à moins de 7, ben, on n'a pas ni anxiété ni dépression. Donc, c'était son cas. Donc, je pouvais le traiter d'emblée. Donc, du coup, comme il avait peu de dépendance et aucune coaddiction majeure, si ce n'est le cannabis qui est quelque chose qui m'embête toujours un peu et qui est très fréquent, je lui ai proposé des patchs, mais sans trop de conviction, à la demande, en lui proposant s'il avait des difficultés, mais comme en pratique, il avait déjà quasiment arrêté, c'était quand même une consultation assez facile. Alors c'est dommage, je ne l'ai pas revu depuis, c'était en janvier. Je lui avais proposé une consultation de contrôle à, je sais pas, 10 jours ou 2 semaines et il n'est pas venu. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc voilà juste à quoi ça ressemble de faire une consultation de ce type. Donc les messages clés avant de passer aux questions-réponses, c'est qu'il n'existe pas de seuil en dessous duquel fumer ne présente pas de risque. Donc il y a toujours des risques entre une cigarette et 30. Si vous vous souvenez de la formation qu'on avait eue il y a quelques années sur les risques cardiovasculaires, ben, la différence est minime et donc voilà, 3 cigarettes, il faut absolument arriver à 0. Il y a toujours des bénéfices à arrêter de fumer, quel que soit le moment de la vie, quels que soient les, euh, les antécédents ou les diagnostics qui ont été faits, même graves. Le conseil minimum est efficace et ne requiert aucune formation, donc c'est dommage de s'en priver. Il faut évidemment se méfier, comme je vous l'ai dit, des co-addictions et orienter vers des consultations d'entretien motivationnel si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même. Et il n'y a jamais d'échec, il y a seulement des succès différés dans tout ce qui est addictologie en général et dans le tabagisme en particulier. Donc, je vous laisse sur méditer ces choses-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir, merci Lionel. Moi j'ai une question, j'ai pas mal de... Pareil, moi je suis non-fumeuse, donc j'ai jamais essayé de fumer ni d'arrêter, donc j'ai pas forcément l'explication à ça. J'ai pas mal de fumeurs qui me disent que, paradoxalement, pendant un temps relativement long, de quelques semaines à quelques mois, derrière ils toussent plus, ils ont plus de mal, ils ont plus ces sensations de bronchite finalement que quand ils fumaient. C'est juste subjectif ou c'est quelque chose qui a été Alors, prouvé? oui, oui, alors ça c'est quelque chose d'assez fréquent en effet. Les gens qui arrêtent de fumer, quelques semaines après avoir arrêté de fumer, ils se mettent à tousser plus parce que il y a vous savez, tu sais, les petits cils microscopiques dans les bronches qui sont paralysés par la fumée de cigarette et quand ils arrêtent de fumer, ben, ces cils se remettent en route et du coup, tu as l'espèce de tapis roulant qui fait remonter toutes les cochonneries accumulées, qui fait qu'ils toussent beaucoup au départ. Donc, effectivement, c'est quasi systématique. Et c'est d'autant plus long et embêtant chez les fumeurs qui ont fumé pendant très longtemps sans arrêt. Et c'est transitoire, donc il faut les rassurer par rapport à ça. Donc, c'est habituel. Bonsoir. Moi, j'avais une question aussi. Je t'en- J'avais des remarques et une question. Oui, Je les ai notées pour pas les oublier au fur et à mesure. Dans les remarques, il y avait, déjà merci pour cette présentation. On apprend toujours des choses. merci. J'ai dirigé l'année dernière une thèse sur le conseil minimal
Et c'est vrai que, même si ce n'est pas ma spécialité, mais ce qu'on avait retenu du coup dans ce travail de thèse, où en fait l'interne avait demandé à tous les médecins, en fait, elle assistait aux consultations des demi-journées avec le médecin, et elle avait demandé au médecin de poser la question de façon systématique à tous les patients qu'ils voyaient, enfin pas de poser la question, mais de faire le conseil minimal. Donc tous les patients vus par le médecin sur cette demi-journée avaient le conseil minimal. Et il y avait deux choses assez intéressantes, c'est que la première, même pour les patients qui ne fumaient pas ou qui étaient anciens fumeurs, ça renforçait la relation, puisqu'en fait, ça les valorisait dans le fait soit d'avoir arrêté de fumer, soit de n'avoir jamais fumé. Et donc, finalement, même poser la question, enfin voilà, reposer la question aux gens et de savoir s'ils fument, etc., c'était déjà bénéfique. Enfin, c'était aussi bénéfique pour la relation. Et l'autre chose, c'était qu'en fait, elle s'est rendue compte que finalement, des fois, le médecin va lui-même se dire non, mais là, c'est pas le moment pour ce patient parce qu'il a déjà trop de choses à gérer, etc. Et qu'en fait, notre temps à nous, c'est pas celui du patient. Et donc, en fait, il y avait des fois des consultations où le médecin de base aurait dit non, mais là, je ne peux pas lui poser la question parce que non, c'est pas le moment. Et qu'en fait, en faisant le conseil minimal, la personne s'était vraiment investie de ça en disant ah bah oui, c'est hyper important pour moi là maintenant. Et ça avait enclenché des démarches. Alors, Donc, c'est vrai que c'était voilà, c'est des choses. effectivement très intéressant ce qui est ressorti. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce travail-là. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été surpris de temps en temps par des patients qui étaient sous cloche, qui étaient dans des situations très compliquées, tant d'un point de vue personnel que professionnel, et qui, malgré ça, étaient hyper motivés par arrêter de fumer de façon étonnante. Et donc, moi, j'étais du coup un peu réticent, et pourtant, il faut utiliser la motivation des gens quand ils le sont, hein. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, et même si on le sait, on le pratique pas suffisamment et pas assez régulièrement, le conseil minimum. Après, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais j'avais à une époque entendu parler, alors c'est vrai que c'est un truc que je redis aux patients, mais je ne sais pas plus trop d'où ça sort, mais qu'a priori, il y avait une étude qui avait évalué le stress chez des patients fumeurs, puis chez ces mêmes patients qui avaient arrêté de fumer, qui avaient réévalué leur niveau de stress, et que finalement, il y avait effectivement moins de stress après l'arrêt du tabac qu'avant. Pour rassurer les gens dans le fait que de tous ceux qui nous disent effectivement ah bah non, moi le tabac ça m'aide, enfin je suis trop stressée en ce moment, c'est pas possible d'arrêter, ou ça m'aide à gérer le stress, en fait du coup je crois que ça faisait un bon argument Ah ben contradictoire. c'est intéressant. Si tu retrouves ce truc, ça m'intéresse, effectivement. Mais effectivement, c'est plus une association d'idées qu'une réalité, hein. Même s'il y a effectivement un effet pharmacologique de la nicotine. Mais voilà, c'est plus la posture de je m'éloigne du facteur de stress, et je fais une pause, je respire plus calmement, et qui arrive à l'effet escompté avec ou sans tabac. C'est vrai que j'y avais jamais trop pensé, mais ouais, c'est vachement intéressant de aussi le présenter comme ça aux patients. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans les pochettes de Moi sans tabac, il y avait il y a un petit dépliant sur des exercices de respiration. Et je trouvais ça pas mal aussi pour les Ben, je, patients. je vous encourage, fumeur ou pas fumeur, à télécharger les applications dont j'ai parlé. Alors, Tabac Info Service est gratuit. Je pense que je vais finir par payer le Wikit à 5,49 € parce que pour les tester, pour dire ce que vous en pensez, pour montrer à quoi ça ressemble éventuellement à vos patients pour lesquels vous pensez que ça peut être un outil intéressant. Bon, les plus geeks, hein, pas tous, mais ceux qui n'ont pas trop de notifications, mais ça peut être intéressant. Moi, j'ai vraiment été bluffé par les améliorations de ces applications. J'avais testé il y a quelques années, et puis j'avais désinstallé, ou parce que j'avais changé de téléphone, et j'avais trouvé, du moins, Tabac Info Service, je l'ai trouvé moche et pas génial. Je trouve qu'elle a fait des progrès. Donc c'est un outil absolu qui coûte rien, et qui est intéressant à proposer. Pour l'anecdote, moi j'ai deux patientes qui m'en ont parlé spontanément dans les 15 derniers jours, qui ont sorti l'appli, qui m'ont montré tenez docteur, regardez, j'ai économisé tant de sous, tant de cigarettes, etc. Dans Tabac Info Service, ouais, dans les 15 derniers jours spontanément.
Ouais, c'est chouette. Alors, je vais essayer de répondre à la question de Marine sur le chat. Alors, tu me dis, hein, si je comprends bien, ah oui, tu voulais que je te des réponses sur le dosage des gommes. Le dosage des gommes, ben, je commence en général par le plus faible. Parce que, enfin, ouais, c'est quand même très fort, faut pas les dégoûter non plus. Je commence par le dosage plus faible et puis je réévalue après. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent deux dosages. Dans les pastilles, il y a 1 et 2 mg. Et pour les gommes, je crois que c'est 1,5 et 3 mg, me semble-t-il. Bon, de toute façon, ça s'utilise de la même façon. Donc, à la demande, en cas d'envie pressante non pas d'aller faire pipi, mais de fumer une cigarette. Donc, il faut s'adapter au profil du patient. En première intention, si j'estime que le craving va être important chez ce patient, ben, je prescris la plus petite dose et puis je m'adapte à son ressenti et à d'éventuels échecs de ce côté-là. Et la différence entre e-cigarette et inhaler, ben, dans l'inhaler, tu n'as pas de vapeur d'eau. Donc tu n'as pas de, tu as pas de, oui, la cigarette, tu as une résistance qui s'active et qui, avec la batterie, quand tu aspires, va chauffer le liquide et va provoquer une espèce d'aérosol, là aussi, chargé ou en arôme, éventuellement en nicotine. Alors que dans l'inhaler, tu as vraiment c'est un peu plus sec et tu as vraiment juste une espèce de poudre de nicotine, mais qui est pas chaude. De rien, Marine. J'ai une autre question où je suis pas sûre de bien faire. C'est vrai que souvent les gens ils disent du coup qu'ils ont plus d'envie le matin parce qu'il y a eu cet effet où effectivement ils n'ont pas fumé de toute la nuit et du coup c'est le matin où ils vont plus avoir d'envie. Et du coup ça, toi tu le gères en mettant les patchs sur 24 heures, c'est ça plutôt pour éviter cet effet-là? J'essaye, ouais, en pratique, c'est rare que j'utilise les pages de 16 heures, sauf cas très particulier. Bah, je vous ai montré un cas particulier, donc, mais je préfère diminuer la dose sur 24 heures et voir ce que ça donne sur le niveau de dépendance dans la journée, plutôt que de courir le risque chez les gens pour lesquels la cigarette du matin est la plus importante et qui soient stressés et qui craquent dès le matin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est généralement je fais plutôt comme ça, mais après, voilà, c'est dans chaque situation est très différente, hein. Je suis souvent en échec avec des gens enfin, voilà, les plus difficiles, c'est les gens qui fument, mais qui sont pas dépendants physiquement. Là, c'est très compliqué et c'est là où je crois que le fait d'être non-fumeur soi-même ou de ne pas avoir expérimenté ce que c'est que d'un sevrage, ça peut être un handicap. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais fait mon mémoire du DIU sur l'influence du tabagisme du médecin sur le sevrage du patient. Et il y avait eu, enfin, j'avais pas trouvé, mes bio était un peu faible, mais c'était il y a longtemps. Ma biblio était un peu faible et j'avais trouvé une étude rigolote sur les cardiologues fumeurs en Poitou-Charentes qui disait que les cardiologues qui fumaient pratiquaient moins le conseil minimum que les cardiologues qui ne fumaient pas. Donc ils ne se sentaient pas légitimes, sans doute à juste titre, pour le pratiquer. Et donc oui, ça a évidemment une influence, non seulement parce que de la même façon que quand on est parent soi-même, on est peut-être plus à l'aise pour discuter avec les jeunes parents sur quelle attitude à adopter face aux fesses rouges, face aux pleurs la nuit. De la même façon que quand on a expérimenté soi-même le sevrage tabagique, on a des petits trucs qu'on n'aurait pas si on n'est pas passé par là. Merci beaucoup, Lionel, pour ton topo, c'était super. Tant mieux que ça t'ait plu. J'ai
J'avais quelques remarques et questions. D'abord, je voulais te renforcer sur le fait que c'était important de faire arrêter les patients qui ont un cancer du poumon. Euh, J'étais passé en pneumo en internat et à l'occasion d'un topo, j'avais fait de la biblio qui montrait une amélioration des nausées post-chimio, une amélioration de l'efficacité des chimios, une prolongation de la durée de vie, de la durée en bonne santé. Et, et les pneumologues s'en doutaient pas et globalement avaient un peu jeté l'éponge sur un cancer qui est globalement de mauvais pronostics en se disant, bon, bah, quand même, je peux bien lui laisser sa cigarette pour son moral. Si je lui enlève ça, ça va vraiment pas aller. Et peut-être que ça vaut le coup quand même de montrer aux patients qu'il y a du bénéfice et, et ça peut être bien interprété par le patient. Tiens, on s'occupe aussi de la racine du problème en voulant faire arrêter. Et je trouve que c'est très psychologique, mais c'est utile. Je suis intéressé par la revue Cochrane que tu as citée concernant la cigarette électronique. J'avais lu il y a quelques années qu'on avait rapporté des pnéumopathies lipidiques avec les cigarettes électroniques, ce qui faisait que j'avais tendance à plutôt orienter vers le substitut nicotinique. Est-ce que tu en as entendu parler? Alors Est-ce que oui, il y a un risque? oui, si je me souviens bien des pneumopathies liées à la cigarette électronique, c'était une série de cas américaine, me semble-t-il, et c'était surtout lié à un mauvais usage de la cigarette électronique. C'était soit la cigarette avait été démontée, soit le liquide qui était pas un liquide adapté à la marque ou au modèle de cigarette ou qui avait été bidouillé. Donc, c'était pas lié à la cigarette électronique en elle-même, mais plutôt à un mauvais usage. Et puis, c'est un peu comme ça fait beaucoup ça défraie la chronique, ce genre de situation, un peu comme on entend, bah, tiens, il y a quelqu'un qui est mort après avoir été vacciné par l'AstraZeneca, ça fait un bruit énorme, et alors qu'en fait, c'est de l'ordre de l'anecdotique. Depuis le temps que ça existe, il y a la cigarette électronique. Alors, il y a effectivement des modèles qui sont mieux que d'autres, hein. Alors là, c'est plutôt euh, certains utilisateurs qui me disent bah, je préfère les gros modèles parce qu'ils ont une batterie un peu plus forte et que du coup ça donne déjà on n'a pas besoin de la recharger souvent et ça donne une vapeur qui est plus agréable. Donc voilà, c'est plutôt ce que me disent les utilisateurs. Mais voilà, il y a de plus en plus mis à part ces histoires de mésusage qui fait que effectivement ça donne des pneumopathies qui sont très atypiques dans leur présentation. J'ai pas la notion que ce soit lié à, à un usage réglementaire entre guillemets de la cigarette électronique. Et Donc, pour revenir sur l'histoire du tabagisme chez les patients BPCO ou cancéreux en fin de vie, il y a eu aussi des gros problèmes de gens qui fumaient sous oxygène et qui se sont brûlés à cause de ça. J'ai entendu plusieurs fois le problème et un de mes patients qui a eu une fin de vie que je souhaite à personne, BPCO, insuffisant respiratoire et sous oxygène, il avait réussi à se brûler autour des narines. Bon, ça avait bien cicatrisé, mais oh là là, quelle horreur, quoi. Donc, donc je pense qu'en compassionnel, c'est difficile de refuser une dernière cigarette ou comme un dernier verre, mais effectivement, il y a aussi des bénéfices à obtenir de ce côté-là en pré-chimio et en pré-radiothérapie. en pratique, pour la cigarette électronique, toi, tu orientes comment les gens? Est-ce que tu proposes à tout le monde des substituts nicotiniques ou est-ce que tu leur fais choisir? Alors, je leur dis bah, pour moi, ce que j'estime après cette consultation, vous avez une dépendance intense, moyenne, modérée. Donc, je pense que pour vous, ça serait peut-être utile
un substitut nicotinique. Ils me disent oui, ils me disent non. S'ils me disent oui, ben, je pars plutôt là-dessus en première intention. Après, s'ils ont une dépendance physique un peu moins intense ou qui n'est pas au premier plan, ben, à ce moment-là, soit je leur demande, je leur dis, je leur propose soit uniquement les pastilles ou les gommes, ça peut être intéressant, soit je leur demande s'ils ont déjà essayé la cigarette électronique. Enfin, c'est de plus en plus rare les fumeurs qui ont jamais essayé la cigarette électronique. Alors, il y a quand même beaucoup de réticents pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. Il y en a quelques-uns. Donc, je les rassure en leur disant que ce qui pose problème dans le tabagisme, c'est plutôt l'inhalation des produits liés à la combustion et qu'on n'a pas ces choses-là avec la cigarette électronique et que donc même si c'est pas probablement pas totalement anodin, ça peut être une solution intéressante et que il y a plein de patients qui ont essayé 2, 3, 4 marques avant de trouver un dispositif qui leur convenait. Après, il faut être motivé pour essayer 3, 4 marques, mais il y en a quelques-uns que j'ai connus qui l'ont fait. Donc, c'est vraiment typiquement des consultations qui sont totalement individualisées au cas par cas. Et puis après, ce qui est difficile, c'est de réussir à les revoir. Quand je les revois pas, je me dis toujours, mais est-ce qu'ils reviennent pas parce qu'ils ont peur que je les engueule ou est-ce qu'ils reviennent pas parce que le problème est réglé? Donc je ne sais pas parce que par définition, ceux qui reviennent pas, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Donc j'aime à penser que c'est parce que j'ai réussi ma mission et qu'ils ont plus besoin de moi. C'est plutôt tes patients ou c'est plutôt des gens que tu ne suis pas qui viennent te voir parce que tu as ton DI? Alors j'avais fait mon DU dans l'optique de l'utiliser sur ma patientèle. Alors j'ai quelques patients qui me sont adressés essentiellement par mes associés, mais j'ai peu de gens, enfin j'en fais peu la publicité. Euh, enfin oui, sur le site de rendez-vous en ligne, c'est marqué que c'est une possibilité de choisir le sevrage tabac. Mais c'est vraiment anecdotique dans mon activité. Je trouve que c'est des consultations qui changent du quotidien, qui sont intéressantes, qui sont vraiment orientées sur la prévention. Et je trouve ça fun et divertissant pour l'intellect de faire ce genre de choses un peu différentes. Je me suis un peu essayé à l'alcool aussi, avec plus de difficultés, parce que c'est plus complexe. Il y a l'effet social et la pression sociale est beaucoup plus importante. La minimisation des patients par rapport à leur consommation d'alcool, qu'elle soit excessive, soit de l'ordre de l'alcoolodépendance, est plus difficile à gérer. Et puis les problèmes de l'entourage sont parfois tellement envahissantes que c'est plus compliqué à gérer, mais ça vous savez tous. C'est beaucoup plus compliqué de gérer en solo ce type de consultation. C'est plus facile avec le tabac. Ça le devient de moins en moins parce que la coaddiction tabac-cannabis est tellement fréquente que les gens sont prêts à arrêter le tabac, mais pas tellement le cannabis. Et du coup, ça rend les choses un peu paradoxales parce que si je dis, mais si vous arrêtez le tabac et que vous continuez le cannabis, ça n'a pas de sens. Donc, alors, comment vous utilisez le cannabis, dans quel but, dans quelles circonstances, à quelle dose, on peut en parler, quels bénéfices vous en tirez. Et chez les jeunes gens, y compris adolescents, euh, c'est un vrai gros problème pour lequel je me sens pas forcément très bien armé pour les conseiller. J'ai encore deux questions, mais je ne vais pas non plus monopoliser la soirée. Euh, je vais peut-être être moins attentif, mais à un moment, par rapport aux inhalateurs, toi, tu les utilises, tu les prescris. J'ai pas l'impression que ce soit remboursé. Ah J'ai jamais si, trop. il me semble que c'est remboursé, mais tu me mets le doute. Je vais vérifier de suite. Alors, les inhaleurs, ouais, je les prescris comme outil de protection contre le craving, donc ces envies subites de fumer, et chez les gens qui ont en plus un souci avec la gestuelle.
c'est-à-dire qui ont besoin de tenir un truc entre les mains. Et je trouve que ça fait office pour les deux en même temps. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Donc ça, tu peux remplacer ça par un crayon, hein, un doudou, un truc que tu manipules. Hein. C'est pas tellement une question de... Après, le côté avoir certains patients sont rassurés par le côté, potentiellement, si j'ai besoin d'une cigarette, je peux tirer sur mon inhaleur et j'ai ma dose de nicotine. Donc, ça, pour certains profils de patients, ça peut être utile d'avoir cette possibilité-là. Euh, mais après, c'est pas absolument indispensable dans le profil que je te dis, à savoir celui qui a besoin à la fois d'être rassuré sur la possibilité du craving et celui d'avoir du besoin de manipuler quelque chose entre ses mains. Le chat, on nous dit non remboursé. Ah, c'est non remboursé. Ah, zut alors, ça c'est un peu embêtant. Et une dernière question. Quand je me suis installé, j'étais motivé pour faire arrêter tous les patients que j'ai repris. Et donc, je suis arrivé à quelques arrêts rapidement sur une courte période. Et j'ai été étonné de déclencher avec l'arrêt du tabac un infarctus et un lymphome dans, dans les semaines ou les 3 mois qui ont suivi l'arrêt du tabac chez 2 de mes patients. Est-ce que des histoires de chasse comme ça, vous en avez? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que le fait de modifier l'équilibre, on peut penser que ça change la santé et parfois en négatif? Alors, c'est peut-être juste mon intuition, j'ai pas d'avis péremptoire là-dessus, mais j'ai plus l'impression que c'est une concomitance, enfin une succession de choses qui sont succédées dans le temps, plus qu'un rapport de cause à effet. Je peux me tromper, mais c'est sûr que c'est troublant, c'est marquant parce que tu as l'impression de faire ce qu'il faut, et puis paf, il y a une grosse tuile qui arrive derrière. Donc c'est effectivement embêtant, mais je pense pas qu'il y ait effectivement de lien de cause à effet. Ok, merci beaucoup. Prescription. Ouais, effectivement, c'est pas remboursé. Ouais, il y a des recharges de 6, 18 ou 42 cartouches. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, ça coûte. Enfin, après, ouais, c'est toujours à mettre en balance. Les substituts nicotiniques ou même la cigarette électronique, c'est pas gratuit, c'est pas remboursé non plus. C'est à mettre en balance par rapport aux dépenses qui sont engagées avec l'achat de cigarettes en elles-mêmes, hein, plus éventuellement les allers-retours sur l'Espagne pour ceux qui veulent acheter des cartouches là-bas. Euh, il y en a quelques-uns qui le font. Il y a toujours les forfaits quand même, mine de rien, des mutuelles qui prennent en charge les substituts Ah oui, nicotiniques. oui, Donc effectivement, l'inhaleur et le spray buccal peuvent rentrer dans les mutuelles. il y a, Encore, oui, puisque finalement, vu que le reste est remboursé maintenant. absolument, j'avais pas pensé à ça, mais tu as raison, certaines, s'ils remboursent certaines consultations, on va pas dire un peu ésotériques, pourquoi pas ça, en effet, ça paraît une bonne idée, mais je pense que tu as raison. Il y avait un forfait avant substitut nicotinique avant que ce soit remboursé en pharmacie. Puis à un moment, quand il y a eu le forfait sur tant de sous, les mutuelles s'étaient alignées dessus, je me rappelle. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, j'espère que c'est Donc, dans après, c'est le peut-être comme panier les de soins pilules. principal. Après, c'est peut-être comme les pilules, c'est-à-dire que dans certaines mutuelles, c'est les pilules, c'est-à-dire le cachet rond. Et puis, tu as d'autres, c'est le dispositif De contraception. contraceptif. Et peut-être que là, il y a peut-être certaines mutuelles, ça va être les patchs et les gommes et d'autres, tous les dispositifs. Oui, le Nuvaring et tout ça, quoi. Mais ça peut être une question à poser à sa mutuelle pour un patient si une allure lui plairait bien, quoi.
Bon, j'ai l'impression que les questions se sont taries. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce sujet qui est un sujet qui me tient à cœur. Je vous remercie pour vos compliments. Ça fait très plaisir. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, pas la semaine prochaine. Donc, on va faire ce qu'on avait annoncé quand on avait fait la soirée sur les anémies, c'est-à-dire qu'on a l'intervention du docteur Bakou sur le suivi médical des patients post-chirurgie bariatrique. Donc, elle m'a dit oui. Donc, a priori, ça sera le mois prochain. Alors, je ne sais pas quand tombe le deuxième jeudi du mois. Mais vous avez vu, c'est sur le site. Je vais retrouver ça. 8 avril, le deuxième jeudi du mois. Exact, oui, c'est ça. C'est le 8 avril. Donc, rendez-vous le 8 avril pour parler de chirurgie bariatrique et de suivi médical de ces patients en rupture de soins que l'on voit de plus en plus souvent dans nos cabinets. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.